Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui a l'air tout simple comme ça, mais qui, en réalité, est un véritable code à déchiffrer. Il s'agit des questions du quotidien en français. Bonjour. On a comme base un guide pratique qui en liste une quinzaine, les plus essentielles. Mais notre mission ici, ce n'est pas juste de réciter une liste de vocabulaire, Non, bien sûr que non. c'est de comprendre tout le jeu social qui se cache derrière. L'idée, c'est vraiment de passer de la phrase apprise par cœur à une vraie connexion. C'est exactement le bon angle. Parce que ces questions, ce n'est pas de la grammaire, c'est la musique des interactions. C'est ça. Ce qui est fascinant dans le matériel qu'on analyse, c'est de voir que ces quelques phrases, en fait, elles forment l'ossature de la grande majorité de nos échanges. C'est le squelette de la conversation. C'est le squelette invisible, exactement. Et chaque question a une fonction bien précise qui va bien au-delà des mots eux-mêmes. Alors, commençons par le tout début. Le premier contact. Ce qui saute aux yeux, c'est le trio classique «ça va», «comment ça va» et «quoi de neuf». Le mot de passe universel. Voilà. Mais la question que je me pose toujours, c'est est-ce qu'on attend vraiment une réponse sincère et détaillée? Ah, Si je croise mon voisin qui me lance un «ça va» en sortant les poubelles, est-ce qu'il est prêt à entendre que j'ai mal dormi et que ma machine à café est en panne? c'est le cœur du rituel. Et dans 99% des cas, la réponse est non. On est d'accord. Le ça va n'est pas tant une question qu'une salutation sonore. C'est un ping social. Un ping, j'aime beaucoup l'image. J'émets un signal qui veut dire je t'ai vu, je te reconnais, on fait partie du même monde. Et la société attend un pong en retour, une réponse qui confirme que le signal a été reçu. D'où la réponse en boucle. Exactement. Ça va bien et toi? Ce et toi est absolument fondamental. Ah oui, ne pas le dire, c'est... L'oublier, c'est un peu comme laisser une main tendue dans le vide. C'est une micro-rupture du contrat social. Justement, en parlant des réponses, je remarque que de plus en plus, j'entends des choses comme «tranquille» ou «comme d'hab». Oui, Ça m'a toujours paru un peu plus décontracté, moins scolaire que le «ça va bien» qu'on apprend. C'est juste une impression ou il y a un vrai signal derrière ce choix? oh, c'est un signal très clair, c'est un excellent point. Tranquille, c'est fascinant. Ça ne dit pas qu'on va bien au sens euphorique. Ça dit pas de vague. Tout est sous contrôle. C'est une sorte de sérénité. Voilà. Ça dénote une familiarité. On ne dirait pas ça à son grand patron en général. C'est une façon de dire entre nous, on peut laisser tomber les formules rigides. D'accord. Et comme d'hab, ou la routine, c'est un peu différent. Ça peut suggérer une familiarité, mais aussi une légère lassitude. Oui, un peu. C'est la réponse parfaite à quoi de meuf, parce que ça veut dire poliment, il ne s'est rien passé de fou et je n'ai pas forcément envie de m'étendre sur le sujet. C'est l'art de garder le contact sans ouvrir la porte à une conversation de 30 minutes. C'est ça. Donc, pour résumer, ce premier échange, c'est pas une recherche d'infos, c'est une danse de reconnaissance. Il faut juste connaître les pas. On montre qu'on connaît les règles du jeu social avant même de commencer à jouer. Donc, pour faire connaissance, comment tu t'appelles, t'es d'où, et surtout, celle qui arrive très très vite en France. Tu fais quoi dans la vie? Exactement. Et cette question-là, elle est culturellement très très dense. Dans certaines cultures, la poser trop tôt, ça peut sembler intrusif. Oui, comme si on voulait mettre les gens dans des cases. Voilà, les classer par statut ou par salaire. En France, c'est vraiment perçu différemment. C'est un outil d'efficacité sociale. La profession, c'est pas juste un gagne-pain, c'est un raccourci pour comprendre tout un univers. Comment ça? Répondre «je suis ingénieur» ou «je suis artiste», ce n'est pas que parler de son travail. C'est donner une clé qui ouvre des portes sur un niveau d'études supposé, des centres d'intérêt, un rythme de vie. C'est une façon de cartographier l'autre très vite. C'est une cartographie sociale express pour trouver des points communs. Une carte mentale en quelque sorte. Et pour t'es d'où, c'est un peu la même idée, non? Ça a l'air simple, mais la réponse peut tout changer. Complètement. C'est une question qui est magnifiquement ouverte. La réponse est une invitation au voyage. C'est vrai. Si on te répond « je viens de Paris », la conversation ne sera pas du tout la même que si on te dit « je viens d'un petit village en Ardèche » ou « je viens de Montréal ». Ça n'ouvre pas les mêmes portes. Pas du tout. Chaque réponse active des images différentes. La vie urbaine, la nature, une autre culture. C'est bien plus qu'une question de géographie. C'est une recherche de racines, d'expérience. Et il faut noter que le «tu» dans ces questions nous place tout de suite dans un contexte informel. Ah oui, c'est crucial. Si on passait au « vous », ces questions de brise-glace se transformeraient presque en interrogatoire formel. D'accord, donc on a un nom, une fonction sociale, une origine. La carte mentale de la personne commence à se dessiner. Et là, si le courant passe, vient le moment décisif, celui où on veut que l'interaction continue. Et c'est là qu'on quitte le monde de la description pour entrer dans celui de l'action. On passe de «qui es-tu» à Qu'est-ce qu'on fait ensemble? et c'est un tout autre jeu de langage. C'est exactement ça. On arrive au bloc des questions pratiques. On se retrouve où?
À quelle heure? Ça te dit de? Ce sont les outils qui transforment une connaissance en ami potentiel. Mais ça révèle aussi quelque chose, non? Cette obsession du où et du quand. On a l'air d'aimer planifier, c'est ça? Oui, on aime bien que les choses soient carrées. C'est une observation très juste. Ces questions sont le moteur de la vie sociale. Et oui, elles montrent une culture où l'organisation est valorisée. Comparé à d'autres cultures peut-être plus spontanées, en France, on aime bien poser des cadres. Un rendez-vous à un lieu, une heure précise, L'improvisation totale est plus rare. moins courante, oui. Le « on s'appelle et on voit » existe, mais le rendez-vous planifié est dominant. Ça peut être vu comme une forme de respect pour le temps de l'autre. Je vois. Planifier, c'est s'assurer que l'autre est vraiment disponible. Et dédié au moment qu'on va partager. Et j'ai toujours été fascinée par la différence subtile entre ça te dit d'aller au ciné et tu veux faire quoi? Ah, Psychologiquement, ce n'est pas du tout la même chose. Dans le premier cas, on prend un petit risque, on propose quelque chose. c'est exactement ça. Ça te dit de est une suggestion douce. On prend l'initiative, on propose une idée, mais la formulation laisse une porte de sortie très élégante. Un non est plus facile à dire. Voilà, on dit « voici mon idée », mais ton accord est plus important. À l'inverse, « tu veux faire quoi ?» C'est un transfert de la charge mentale. C'est ça. C'est une marque d'ouverture, je suis partant pour tout, mais ça peut aussi mettre une petite pression sur l'autre pour qu'il trouve l'idée. Il faut savoir jongler entre les deux. C'est un art, et maîtriser les réponses l'est tout autant. Surtout le refus poli. Un « désolé, je suis pas dispo » un peu sec, ça peut être mal pris. Alors qu'un oh non, je peux pas ce soir, mais une autre fois avec grand plaisir. Ça maintient le lien. Ça encourage une autre proposition. C'est vraiment la mécanique de base de la vie sociale. D'accord. Donc on a réussi à fixer un rendez-vous, on est au café, le lien est créé. Comment on nourrit la conversation? On arrive au dernier groupe de questions, celles qui sont vraiment au cœur de l'échange. On est dans l'interaction pure. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu en penses? Tu peux m'aider? On n'est plus dans le rituel là, on est dans le vif du sujet. Et pour moi, la question la plus emblématique de ce groupe, c'est « qu'est-ce que tu en penses ?» Tellement français ça. Ah, mais c'est le cœur de la culture française. On adore le débat, l'échange d'idées, la confrontation des points de vue, même sur des sujets légers, hein. Le dernier film à la mode, la meilleure boulangerie du quartier. Tout à fait. Et poser cette question, c'est une immense marque de respect. Ça veut dire « ton opinion a de la valeur, je te considère comme un égal intellectuel ». C'est vrai. Et on n'attend pas juste un c'est bien. Non, on attend un argument, une justification. C'est une invitation à construire une pensée ensemble. C'est vrai que le silence après cette question est souvent plus gênant qu'un désaccord. Et la paire tu peux m'aider et est-ce que je peux vous aider est aussi très parlante. Les deux faces de la même pièce. La solidarité, D'un côté, on a tu peux m'aider, c'est admettre une vulnérabilité. c'est un acte de confiance. On demande de l'aide à quelqu'un qu'on estime capable et bienveillant. D'où le « tu », souvent adressé à un proche. Et de l'autre, est-ce que je peux vous aider? C'est l'offre proactive. C'est la main tendue. Et le passage au « vous » est très significatif. C'est la formule pour un touriste perdu, une personne âgée, Ça établit une distance respectueuse. tout en offrant une proximité humaine. C'est un balai social constant entre le formel et l'informel, la demande et l'offre. Et pour finir ce tour d'horizon, la question qui peut être la plus délicate de toutes, tu as compris. Ah, le piège parfait. Selon le ton, elle peut être soit très bienveillante, soit terriblement condescendante. C'est tout le problème. L'intention est presque toujours bonne. S'assurer que la communication est bien passée. Mais le ton et le contexte changent tout. Un prof qui, après une explication complexe, lance un « vous avez compris » un peu sec. On sait que ça veut dire vous avez intérêt à avoir compris. Exactement. À l'inverse, un ami qui explique un jeu et demande doucement « c'est bon pour toi ? Tu as compris ?» Ça montre un vrai souci de l'autre. Il y a une alternative plus douce, non? Oui, et c'est une très bonne astuce de communication. C'est de tourner la question vers soi-même. Est-ce que j'ai été clair? Ah oui. Ça déplace la responsabilité. Ce n'est plus à l'autre de prouver qu'il a compris, c'est à nous de vérifier qu'on a bien expliqué. Ça change tout. En regardant tout ça, en fait, on se rend compte que ces 15 questions, elles dessinent un véritable parcours. C'est une progression. Oui, on part d'un simple signal de reconnaissance, un ping, puis on dessine les contours d'une personne, avec son nom, son travail, ses racines. Ensuite, on construit un pont vers une action commune en organisant une sortie. Et enfin, on meuble cette relation avec des opinions, de l'entraide, du partage. C'est une progression. C'est une vision très juste. Ce n'est pas une liste à cocher, c'est un cheminement.
Chaque étape, chaque type de question permet de franchir un nouveau seuil d'intimité dans la relation. On passe de la prudence sociale à la connexion. Exactement. Au final, la maîtrise de ces questions, c'est pas tant une compétence linguistique. Non. C'est une forme d'intelligence sociale. C'est savoir quel outil utiliser et à quel moment pour construire quelque chose avec quelqu'un. Et ça nous amène à une dernière réflexion, peut-être. On a vu comment ces questions structurent la conversation. Mais la pensée que j'aimerais laisser, c'est la suivante. À quel point la capacité à poser la bonne question au bon moment avec l'intonation juste ne marque-t-elle pas le passage crucial entre simplement parler français et commencer à penser en français? C'est intéressant ça. C'est le moment où ces outils ne sont plus des choix conscients, tirés d'une boîte à outils mentale, mais des réflexes qui jaillissent naturellement. C'est peut-être ça le véritable seuil, le moment où on n'habite plus seulement une langue, mais aussi la culture qui va avec.